Les polymères. Ce mot peut sembler un peu technique, mais en réalité, il désigne simplement les matériaux qu'on appelle tous les jours les plastiques. Ils sont absolument partout. Nos téléphones, nos vêtements, nos emballages. Mais au fond, comment sont-ils fabriqués? Quelle est leur structure secrète? Aujourd'hui, on va explorer ensemble leur monde fascinant. Alors, pour comprendre les polymères, la première question c'est d'où viennent-ils? Eh bien, il y a deux grandes origines. D'un côté, on a la pétrochimie, qui transforme le pétrole brut. Et de l'autre, on trouve des sources naturelles, renouvelables, comme la celluleuse qu'on trouve dans les plantes. Finalement, ce sont deux mondes bien différents pour une seule et même famille de matériaux. Voilà le programme du jour. On va commencer par leurs origines, puis on va plonger dans leur structure moléculaire. Ensuite, on découvrira leurs deux très grandes familles. Et pour finir, on verra comment ils réagissent à la chaleur. Allez, c'est parti! On attaque donc la première partie, les origines de ces fameux polymères, ces matériaux qui ont littéralement façonné notre monde moderne. Et là, les chiffres sont assez parlants. Plus de 90% de tous les polymères qu'on utilise aujourd'hui sont synthétisés à partir du pétrole. Les 10% qui restent, eh bien, ils proviennent de la biomasse, c'est-à-dire de matières végétales comme l'amidon par exemple. On voit donc bien que la dépendance au pétrole est juste massive. Bon, maintenant, comment on passe d'une toute petite molécule à, disons, une bouteille en plastique? En fait, tout est une question de construction. C'est un véritable jeu de Lego, mais à l'échelle moléculaire. Le secret, il tient dans une toute petite unité, le monomère. C'est ça la brique de base, la plus petite pièce du puzzle. C'est cette molécule qui va se répéter encore et encore pour construire une structure beaucoup plus grande. Et en voici un, l'un des monomères les plus simples et les plus connus, l'éthylène. C'est la molécule de départ pour fabriquer l'un des plastiques les plus courants au monde, le polyéthylène. C'est tout simple, 2 atomes de carbone, 4 atomes d'hydrogène, et c'est tout. Le processus qu'on appelle la polymérisation consiste donc à assembler ces monomères les uns à la suite des autres. Ils vont se lier entre eux avec des liaisons chimiques très solides qu'on appelle des liaisons covalentes pour commencer à former une très longue chaîne. Et voilà le résultat. Une fois que des milliers de monomères sont assemblés, on obtient ce qu'on appelle une macromolécule. Et à ce stade, pour se faire une image, la matière ressemble vraiment à un enchevêtrement de longs fils, un peu comme une assiette de spaghettis. C'est d'ailleurs cette structure qui va donner aux polymères leurs propriétés si particulières. D'accord, on a notre plat de spaghettis moléculaires, mais est-ce qu'ils peuvent s'organiser un peu? C'est la question clé de la structure, parce que la façon dont ces chaînes s'arrangent, eh bien ça va tout changer. En gros, il y a deux états principaux. À gauche, la structure amorphe. Là, c'est le chaos total, les chaînes sont emmêlées dans tous les sens, sans aucun ordre. Et puis à droite, on a la structure semi-cristalline. Là, c'est un peu différent. Au milieu de tout ce désordre, il y a des zones où les chaînes arrivent à s'aligner parfaitement, créant des sortes d'îlots d'ordre. On appelle ça des régions cristallines. Mais alors, à quoi elles servent ces zones bien ordonnées? En fait, c'est assez simple, elles agissent comme un renfort. C'est un peu comme les barres d'acier dans le béton. Ces régions cristallines, elles rendent le matériau plus rigide, plus solide et donc plus résistant. On arrive maintenant à la quatrième partie, sur les deux grandes familles de polymères. Et comprendre cette distinction, c'est vraiment la clé pour savoir comment on peut les utiliser et surtout comment on peut ou pas les recycler. Le point crucial, ce qui fait toute la différence, c'est la façon dont les chaînes sont liées entre elles. Pour les thermoplastiques, ces liaisons sont faibles. Du coup, si on chauffe, les chaînes peuvent glisser les unes sur les autres. On peut donc les faire fondre et leur donner une nouvelle forme. A l'inverse, chez les thermodurcissables, les chaînes sont connectées par des liaisons fortes, permanentes. Ça forme un réseau complètement figé. Une fois qu'ils ont pris leur forme, ils ne peuvent plus être fondus. Et cette image illustre parfaitement la différence. Les thermoplastiques, à gauche, c'est notre fameux plat de spaghettis. Avec un peu de chaleur, les pâtes peuvent bouger. Les thermodurcissables, à droite, c'est complètement différent. C'est comme un filet de pêche. Les nœuds sont solides, permanents. Le réseau est figé une bonne fois pour toutes. Ce tableau, il résume tout. On a donc des liaisons faibles pour les thermoplastiques et fortes pour les thermodurcissables. Pour la structure, elle peut être ordonnée ou non pour les premiers, mais elle sera toujours amorphe pour les seconds, tout simplement parce que le réseau rigide les empêche de bien s'organiser. Et enfin, la chaleur va les ramollir de manière réversible ou au contraire les dégrader de façon irréversible. Allez, on aborde la dernière partie, l'effet de la température. C'est un facteur absolument clé qui peut transformer radicalement les propriétés d'un polymère, et souvent à des températures qui sont assez proches de notre quotidien. Et pour ça, il faut comprendre un concept fondamental, la température de transition vitreuse, qu'on appelle aussi la TG. C'est un seuil de température qui ne concerne que les zones amorphes, souvenez-vous, les zones en désordre. C'est vraiment le point de bascule où le matériau va changer de comportement et passer de rigide à souple.
Ce qui est fascinant, c'est ce qui se passe de part et d'autre de cette température. En dessous de la TG, les chaînes moléculaires sont comme gelées, immobiles. Le plastique est dur, rigide, comme du verre. Mais dès qu'on passe au-dessus de la TG, hop, les chaînes se réveillent. Elles ont assez d'énergie pour se tortiller, pour bouger, et le matériau devient soudainement mou et flexible, un peu comme du caoutchouc. Maintenant que les secrets des polymères sont un peu moins secrets, la question se pose. La prochaine fois qu'on aura un objet en plastique dans les mains, qu'il soit rigide ou souple, est-ce qu'on pourra deviner un peu sa structure? Est-il thermoplastique, semi-cristallin, ou est-ce qu'on se trouve juste au-dessus ou en dessous de sa mystérieuse température de transition vitreuse? Le défi est lancé.